Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit peu le point sur le 17 novembre, parce que bon, il y a un peu tout le monde qui donne son avis dessus, alors je vais apporter ma contribution. Alors, quand je parle de contribution, donc je vais dire ce que je trouve intéressant dans ce mouvement, et ce pourquoi je le soutiens d'une certaine manière, mais c'est un soutien qui reste, on va dire assez limité quand même, parce que je suis pas totalement convaincu déjà du bien fondé de ce mouvement d'une part, je vais expliquer pourquoi, et d'autre part, parce que je suis pas convaincu aussi comment dire, de la stratégie positive que ça entraînera. Voilà. En tout cas, qu'on souhaiterait. En tout cas, je pense pas que c'est stratégiquement très intéressant. Mais bon, je vais m'expliquer. Déjà, je vais peut-être revenir pour ceux qui me connaissent pas sur on va dire mon propre parcours politique et d'où je viens. Hein. Bon, déjà, je fais partie des gens qui n'ont pas voté Macron. Vous pouvez le voir sur sur ma chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos l'année dernière où j'ai parlé de l'élection présidentielle, où j'expliquais pourquoi je ne voterais pas Macron et pourquoi il ne faut pas voter Macron, pourquoi il ne faut pas laisser le pays à un banquier. Hein, j'avais prévu un petit peu tout ce qui allait arriver, donc quelque part je suis un peu content de voir qu'il y a une mobilisation qui va dans ce sens. Mais bon, j'aurais préféré qu'elle soit là avant. Mais bon, voilà, comme ça au moins on peut pas m'accuser de dire à ce fameux argument, parce que je vais démonter les arguments un par un, que j'entends dans les deux camps d'ailleurs. Euh, le fameux argument, oui, vous avez voté Macron, maintenant vous le mangez. Bah oui, bah, je fais partie des gens qui n'ont pas voté Macron, et je pense que la majorité des gens qui grognent aujourd'hui ne l'ont pas voté non plus. Parce qu'en réalité, si on fait, je vais pas faire ça enfin, dans cette vidéo parce que c'est un peu long, mais si on fait le calcul statistique réel du poids électoral de Macron, on verra qu'il n'est pas beaucoup plus grand que son poids dans les sondages aujourd'hui. Voilà. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Euh, Donc, par rapport à 2017, donc j'ai fait partie des gens voilà qui n'ont pas voté Macron et aujourd'hui sont mécontents par rapport à la situation. Alors voilà, je rappelle aussi que je vais parler aussi de ma situation maintenant, mais je vais rappeler que je suis un ancien militant de gauche, donc les manifs, tout ça, ça me connaît bien, les mouvements sociaux, ça me connaît bien. Militant de gauche, voire même d'extrême gauche, en tout cas ce qui peut être considéré comme l'extrême gauche, parce que j'ai d'abord été bon comme étudiant dans les mouvements Antifa et tout ça, et maintenant dans les mouvements, enfin plus récemment dans les mouvements trotskistes. Voilà, moi je ne le suis plus aujourd'hui, mais j'ai été longtemps trotskiste. En tout cas, j'ai une formation trotskiste. Voilà. Ce qui est très intéressant d'ailleurs pour bien comprendre un petit peu comment dire, les rouages un petit peu de ces mouvements et de ces mouvements politiques. Voilà. On va en parler. Alors, euh, donc en quoi, bon après avoir rappelé un petit peu ça, donc je vais expliquer en quoi je me sens concerné par ce mouvement, d'une certaine manière. Je me sens concerné déjà parce que bon, c'est un mouvement qui part de la revendication principale, c'est le prix de l'essence, hein, le prix du diesel. Effectivement, je roule en diesel et je fais partie de ces Français, de ces travailleurs quotidiens, hein, pour en dehors de mon activité de Camino Sereno, hein, que j'ai commencé récemment, je vis pas encore cette activité-là, ni de mon activité d'écrivain, c'est pas quelque chose qui me fait vivre suffisamment au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai un travail à côté. Et pour ce travail, donc c'est un travail qui est plus ou moins indépendant, hein, parce que j'ai toujours voulu travailler de manière indépendante. Le problème, c'est que pour ça, je suis quand même dépendant d'une chose qui est ma voiture. Voilà, comme beaucoup de Français, j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, pas seulement pour me rendre sur le lieu de travail, mais parce que toute la journée, je travaille avec ma voiture. Voilà, je me déplace à droite à gauche. Vous savez, c'est un peu comme ces infirmières libérales qu'on voit beaucoup en ce moment à la télé, qui vont de maison en maison, qui font pas mal de kilomètres chaque jour, et qui donc ont besoin une voiture qui tienne la route surtout pour pouvoir faire des déplacements toute la journée comme ça. Voilà. Et, euh, et je me suis dit donc, bon, je fais partie des gens qui ont constaté effectivement le prix de l'essence qui flambe. Alors moi j'ai la chance, et ça j'ai pas de scrupule par rapport à ça, parce que je suis habitué depuis tout petit à ça. C'est-à-dire je vis dans une région frontalière, et dans les régions frontalières, eh ben, depuis très longtemps, on va chercher son essence au-delà de la frontière. Hein. Moi je vais au Luxembourg. Au Luxembourg actuellement, le prix du diesel il est à 1,16 €. Encore il stagne, il n'a pas bougé. Hein. Normalement il dit qu'il devait baisser, mais moi je l'ai pas vu baisser. En tout cas. Voilà, mais en tout cas il est beaucoup plus bas qu'en France. Hein. Voilà. De toute façon, en même temps, j'ai pas le choix parce que depuis que je suis né, il y a quasiment plus de, enfin pas depuis que je suis né, mais depuis en tout cas depuis que je suis en âge de rouler, il y a quasiment plus de stations-service près de chez moi. Hein. Il y en a quelques-unes, mais c'est uniquement par carte. Il y a plus de stations.
voilà, c'est assez difficile de trouver une station ouverte. Voilà, il faut vraiment aller, de toute façon, il faut aller de l'autre côté de la frontière, hein. Voilà. Parce que moi, j'aime bien payer toujours en cash. Genre, en tout cas, j'en profite tant que c'est encore possible. Parce que ça, on va nous le supprimer aussi. Il faut le savoir, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour ça que je vais toujours, de toute façon, au Luxembourg, j'ai pas le choix, de toute manière. Voilà, à part si vraiment, j'ai pas assez de, j'ai pas assez d'essence pour y aller, mais bon, c'est vraiment pas loin, donc c'est vrai que je serais bête de pas y aller. Voilà. Alors, donc je vais expliquer en quoi je me sens concerné, plus exactement. Donc déjà en tant que chauffeur, enfin en tant que on va dire que quelqu'un qui fait un métier où il est toute la journée en train de rouler. Je suis pas chauffeur, mais en tout cas je le suis par le fait que je suis tout le temps en train de rouler. C'est ça que je veux dire, hein. Et donc effectivement, je me rends compte que la voiture, alors c'est la voiture en général, c'est pas seulement le prix de l'essence. Et ça fait un moment que je râle justement contre ça et que je me suis rendu compte de ce problème. C'est-à-dire que et je pense que tous les gens qui bossent aussi avec leur voiture ou avec un camion, une camionnette, ils ont aussi ce problème-là. euh, Ils sont confrontés aussi à ce problème-là, c'est que ça devient un budget de plus en plus lourd. Pas seulement par rapport à l'essence, mais par rapport à l'entretien, par rapport au quotidien, c'est-à-dire par rapport à l'assurance, par rapport à il y a les contrôles techniques, mais en plus qui sont de plus en plus drastiques. Il y a tout ce qui est frais de réparation, etc. Il y a tout ce qui est vous ajoutez donc tout ça à l'essence, bah, ça fait effectivement un budget qui est énorme et qui est plus tenable. Moi, pour moi en tout cas, c'est plus tenable parce qu'il y a des mois où je dépense plus, je dépense plus en frais, on va dire, pour ma voiture que ce que je gagne. Donc c'est plus possible. Et là, avec l'augmentation de l'essence, ça risque d'être encore pire. Et euh, moi, je me sens concerné aussi parce que au Luxembourg, ça a augmenté aussi, hein. Même si moi, quand j'ai commencé à rouler au Luxembourg, le diesel, il était à moins d'1 euro, hein. Encore récemment, il était à moins d'1 euro. Là, il a plus d'1 euro. Même l'essence était à moins d'1 euro. Donc, vous voyez que même au Luxembourg, ça augmente. Alors, il y a un problème qui est plus large, c'est vrai, et je vais venir sur l'argument écologique. Vous allez voir que je suis pas, je vais essayer de pas être dogmatique, hein. Je vais vraiment prendre des choses de manière très pragmatique, et je suis de plus en plus pragmatique sur ces questions, puisque je suis concerné directement. Euh, le, comment dire? Donc, le problème, c'est qu'en constatant, voilà, cette situation, je me suis dit, il faut changer les choses. Parce que j'ai aussi, en même temps, je suis l'actualité géopolitique, de manière assez, voilà, il faut avoir une analyse assez fine du sujet, et comprendre pourquoi il y a ces hausses là. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'il y a la hausse du pétrole. Ça, on peut pas le nier. Il y a la hausse. Bon, quoique, dernièrement, ils ont baissé. Mais c'est vrai que le pétrole, c'est une énergie qui pose problème parce qu'on n'a pas de pétrole en France. Voilà, et que donc on est dépendant d'autres pays pour l'acheter. Et notamment pas n'importe quel pays, des pays avec qui bon il y a quand même une situation assez tendue, hein, parce que c'est les pays du Moyen-Orient essentiellement, bon c'est pas évident. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème au niveau géopolitique. Et ça serait bien effectivement que la France reprenne une indépendance énergétique de ce point de vue-là. Donc moi la transition écologique je suis pour, dans la mesure où elle nous permettrait peut-être voilà de plus être dépendant de cette énergie-là, voilà, de choses. Maintenant, c'est vrai qu'à titre personnel, je me dis, mais de toute façon, moi, c'est des problématiques qui ne me concernent pas, puisque, je veux dire, le problème sera toujours le même. Je serai toujours dépendant à la fois des taxes de l'État et des industriels qui proposeront le produit, hein, que ce soit du pétrole ou l'énergie électrique ou autre chose. De toute façon, ça va être le même problème qui va se poser à moi en tant que consommateur et en tant que travailleur. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à... Moi, le problème, voilà, avec pragmatisme, le problème immédiat, c'est de baisser au maximum mon budget. Parce ça me prend trop de yeux, ça plombe mon pouvoir d'achat. Alors je me suis dit, bon ben, moi j'ai trouvé une solution individuelle. Je me suis dit que parfois, je peux essayer de travailler pour certains déplacements courts. Je peux le faire avec un vélo électrique, par exemple. Donc je réfléchis à ça, voir un petit peu si je peux m'acheter un vélo électrique. Ça me reviendrait beaucoup moins cher sur une année, quoi, si je prends vraiment le budget sur une année. Voilà. Parce que l'énergie électrique serait peut-être moins chère que l'essence ou le diesel. Et puis surtout, c'est surtout après en entretien, réparation et tout ça. Et puis pour l'instant, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de choses comme ça. Bon, ça va venir, hein, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est une économie considérable. Alors après, ça fait perdre en confort, ça c'est vrai, par rapport à une voiture, mais ça serait une économie considérable. Voilà. Et j'ai vu que dans les villes, ils ont déjà adopté dans les grandes villes, là, comme à Paris, ils ont déjà adopté ces trucs-là, mais quand on vit en province comme moi, c'est pas évident.
Voilà. Et puis ça c'est pas, je veux dire, c'était pas une solution qui est venue naturellement à moi déjà parce qu'ici on voit personne qui, on commence à voir tout doucement des gens qui utilisent des vélos, des trottinettes électriques pour des déplacements assez courts. Parce que le problème c'est que là c'est pas, on n'est pas dans un environnement urbain, hein. Là on est dans un environnement où, alors il y a de l'urbain, du périurbain et du rural. Moi je travaille dans les trois environnements et c'est vrai que je me vois mal avec mon vélo électrique. Vous savez quand il fait nuit là le soir en hiver dans les kilomètres de forêt, on a des endroits où c'est des kilomètres de forêt sombre. Bon, enfin, j'ai pas peur de le faire, hein, mais c'est vrai que bon, c'est pas évident. En tout cas, si j'étais, je suis désolé si ma remarque va paraître sexiste, mais bon, si j'étais une jeune femme, j'aurais peut-être plus d'appréhension à le faire. Voilà. Bon, bref, voilà. Donc ça c'est, voilà, j'ai pas trop envie de parler de moi, mais ça c'est la solution. Parce qu'en plus il y a pas que ça, il y a aussi dans le budget, il y a aussi les radars. Ça je n'ai pas parlé, c'est encore autre chose. Voilà, parce que moi, en ce moment j'ai pas mal de soucis, voilà, aussi d'amendes en retard à payer, etc. Et ça s'accumule et ça me fait des sommes aussi faramineuses après, tout simplement parce que tout ça pour, je paye des amendes pour des excès de vitesse qui sont de 51 km/h, vitesse retenue, hein, 51 km/h. Voilà, ça c'est le genre d'amende que je paye. Voilà. Je pense que voilà, beaucoup qui sont dans ce cas-là savent de quoi on parle. Vous allez me dire oui, mais t'as qu'à rouler moins vite. Voilà. Voilà. Là, il y a des cas où on peut pas rouler moins vite. Voilà. Je vais pas. Faudrait que je fasse une vidéo spéciale là-dessus sur les radars et sur l'arnaque énorme que sont les radars. Donc, de toute façon, que ce soit les radars, que ce soit, je vais essayer d'être clair et de synthétiser maintenant. Que ce soit les radars, que ce soit le prix de l'essence, en tout cas les taxes qu'il y a sur l'essence, que ce soit voilà aussi tout ce qui est avec le contrôle technique, etc. Faut pas oublier que le contrôle technique derrière l'État récupère de la TVA aussi. Donc voilà, il y a aussi du business là-dedans pour l'État. Donc quelque part voilà, l'État ramasse toujours plein d'argent là-dessus, toujours plus d'argent. Alors soi-disant c'est pour financer les infrastructures, la sécurité routière, etc. Bon, tout ça c'est du bidon, du pipeau intégral. On ne fera pas croire à tout ça à moi parce que je suis loin d'être naïf. Voilà, et ça c'est une grande naïveté de croire que c'est pour le bien des automobilistes et des gens en général. Non, c'est pas pour leur bien. Ça, c'est pour ramasser toujours plus d'argent pour l'État parce que ils en ont besoin pour éponger la dette et pour bien d'autres choses. Voilà. Et ils le prennent toujours sur les travailleurs, sur les plus petits. Voilà. Donc ça n'a pas changé depuis que Macron est arrivé. C'est exactement la même chose. Et je crois même avec encore moins de scrupules qu'avant. Voilà. Donc ça, c'est la réalité objective. Maintenant, et je le sais d'autant plus que, en tant qu'ancien militant, voilà, politique, je sais parce que déjà à l'époque, même les socialistes, ils pensaient comme ça, hein, systématiquement. Quand ils étaient dans l'opposition, ils étaient toujours en train de défendre la veuve et l'orphelin. C'est le fameux Hollande qui disait mon ennemi c'est la finance, hein. Et puis finalement, c'est devenu ses meilleurs amis. Voilà. Et c'est toujours comme ça, hein. Alors maintenant, alors après vous allez dire oui, bah, Macron, il nous a quand même supprimé la taxe, comment ça s'appelle? C'est la taxe d'habitation, oui. Pas la taxe foncière, oui, la taxe d'habitation. Oui, enfin bon, elle est toujours pas supprimée officiellement, et puis ouais, il n'a pas attendu qu'elle soit totalement supprimée pour nous mettre ces taxes-là. Et puis bon, voilà, oui, enfin, il récupère d'un côté d'autant plus que tout le monde la paye pas la taxe d'habitation, hein. Par contre, la taxe sur l'essence, tous les gens qui sont obligés de travailler avec une voiture la payent. Voilà. Alors, on va venir donc sur l'argument écolo, je disais. Donc voilà, c'est pour ça que moi, à titre personnel, je suis pragmatique et j'ai j'ai acquis une conscience écolo aussi, on va dire, que je n'avais pas forcément avant. Et moi, je veux bien effectivement faire, voilà, qu'on arrive aux énergies renouvelables. Je pense que ça sera bien pour la France, pour la planète et pour nous-mêmes les travailleurs à titre personnel. Maintenant, je suis pas d'accord pour que ça se fasse comme ça aussi brutalement et avec voilà qu'on nous l'impose de manière aussi rapide et aussi brutale. Voilà. Euh, En sachant que bon, la réalité elle est pas écolo, c'est un problème d'intérêt. C'est parce que la France veut retrouver une certaine souveraineté énergétique. Voilà. L'Europe en général, en réalité, c'est un projet européen, ça se fait dans toute l'Europe, hein. J'ai vu en Espagne, il y a exactement les mêmes, notamment les lois de restriction dans les grandes villes, etc. sur les circulations des voitures, etc. Il y a exactement les mêmes lois qui sont en train d'être prises en Espagne. C'est pour ça, c'est quelque chose qui se fait à l'échelle européenne, voire même peut-être au-delà même des frontières européennes. Et
Bon, à part aux États-Unis, vu que Trump n'est pas trop sur cette ligne-là. Maintenant, donc c'est pour ça que l'argument écolo, pour certains qui disent ah bah vous nous faites chier les gilets jaunes, vous voulez pas défendre l'écologie, vous voulez juste défendre votre petit confort personnel, votre voiture, vous voulez continuer à polluer avec votre voiture. Et j'entends même certains avec beaucoup de mépris qui disent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, hein, qui disent oui vous êtes en gros qu'on est oui on est des égoïstes et on veut continuer à prendre notre voiture pour aller à la boulangerie du coin qui se trouve à 2 mètres. Non, ça c'est la caricature. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui exagèrent, qui prennent leur voiture pour aller à la boulangerie du coin. Donc ça c'est vrai que bon, on peut les condamner, je suis d'accord. Par contre, euh, il y a beaucoup de gens comme moi je vis dans un quartier périphérique où il y a rien, où tous les commerces sont fermés. Et enfin, il y a quelques-uns qui essayent de subsister, mais c'est pas évident. Effectivement, par exemple, moi, ne serait-ce que pour aller faire mes courses ou pour aller, je sais pas, au bureau de tabac ou des choses comme ça, c'est une expédition. Voilà, c'est-à-dire que à pied, c'est une expédition. Je mets 2 heures. Hein. J'ai fait la dernière fois, je mets 2 heures. Hein. Voilà. Donc, le problème, c'est quand on travaille et qu'on a des gosses et qu'on a ceci, cela, on peut pas se permettre de mettre 2 heures pour aller faire une petite course. Vous voyez, donc forcément, si on a une voiture, on prend la voiture, ça prend 10 minutes. Donc, vous voyez, le temps gagné, je veux dire, c'est pas comparable. Alors après, si j'habitais dans un quartier centre-ville où il y avait tout à proximité, alors d'accord, il n'y a pas de problème. Là, j'ai pas besoin de prendre ma voiture. Et d'ailleurs, ce serait même con de prendre ma voiture parce que euh, je vais mettre plus de temps avec la voiture, avec la circulation qu'il y a souvent dans les villes, qu'à pied. Donc, effectivement, c'est plus pratique à pied. Par contre, il y a des endroits où on est obligé pour rien que pour des petites courses de rien du tout, on est obligé de prendre la voiture parce que c'est trop loin, parce que le magasin le plus proche est trop loin. Voilà, simplement. Donc effectivement, ça fait beaucoup de kilomètres qu'on fait. Moi, j'aimerais ne pas avoir à faire, mais je suis obligé de les faire simplement parce que voilà, je fais partie de cette grande majorité de Français. En réalité, on est une grande majorité à vivre dans des endroits où on est isolé et pas forcément en milieu rural, c'est en milieu périurbain. Moi, je suis en milieu périurbain. Voilà. Alors, donc c'est pour ça que ça, c'est un argument un peu méprisant, voilà, qui est pas qui sert qu'à diviser encore plus les gens entre eux. C'est pas constructif de parler comme ça. Pareil sur l'argument aussi de l'inutilité. Il y a des gens qui disent oh, de toute façon c'est à quoi ça sert c'est c'est comment dire et c'est inutile de faire des manifs contre le carburant, c'est pas le problème. D'ailleurs, comme j'expliquais, il n'y a pas que le problème du carburant, il y a le problème voilà du fait que ça devient de plus en plus difficile de vivre en général. Et le problème c'est que moi je suis pas d'accord avec ça et là par contre là je vais prendre mon expérience politique pour bien le montrer que si effectivement c'est utile je trouve même que c'est une très bonne idée de faire une grande mobilisation sur la base du prix du carburant. Je vais expliquer pourquoi. En soi, c'est une très bonne idée. Même si après, bon, je vais dire pourquoi je suis pas trop chaud, mais en soi, c'est une très bonne idée. Parce que euh, j'ai appris par expérience personnelle que dans les mouvements, que ce soit syndicaux, mouvements politiques, etc., si on veut ratisser large, si on veut faire une grande mobilisation, il faut un mot d'ordre clair et cohérent. Vous savez, c'est comme dans la pub. Hein. Il faut un slogan qui soit clair, net et précis, quoi, et assez court. On peut pas faire, voilà. Vous n'allez pas acheter un chocolat si vous avez vu une pub où la pub vous a fait défiler tout un tas de qualités du chocolat. Voilà, la pub elle vous a gonflé plus qu'autre chose. Hein, non, vous allez la voir parce que vous avez vu Didier Drogba qui mange, hein, qui vous allez voir, là, vous avez vu une star qui mange un bout de chocolat ou voilà, vous avez vu un petit truc marrant ou un truc, voilà, ou un slogan accrocheur, c'est toujours comme ça. Ben, en politique, c'est pareil. Ah, pour les mouvements sociaux, syndicaux, politiques, etc., il y a toujours aussi, on cherche toujours à avoir des mots d'ordre assez clairs et se dire, bah ça peut rassembler large, ça peut rassembler tout le monde, ça parle à tout le monde. C'est comme ça qu'on réfléchit. Je sais parce que j'ai participé à des réunions comme ça. Il y a des mots d'ordre, des élaborations de mots d'ordre comme cela. Donc c'est pour ça que je pense qu'au contraire, c'est un très bon mot d'ordre. C'est un très bon. Enfin quoi qu'il n'y a pas vraiment de mot d'ordre. Hein. En tout cas, on sait sur quoi, on sait sur quelle base on va, on sait pourquoi on va. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut concerner tous les gens qui, en tout cas tous les gens qui ont une voiture, c'est-à-dire une grande majorité de Français. Par contre, donc effectivement, je pense que c'est bien. Et c'était le problème d'ailleurs. Je vais vous dire, hein, le problème c'était que si on rajoute d'autres mots d'ordre là-dessus. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans toute une plateforme revendicative qui n'est plus lisible, qui n'a plus aucun sens. Moi, j'ai connu ça dans les mouvements étudiants, je me souviens à l'époque,
Quand j'étais dans les mouvements étudiants, on faisait des assemblées générales, et puis il y avait, ça partait bon d'un truc, c'était soit qui concernait directement les étudiants, c'était contre les réformes par exemple de suppression de diplômes ou des choses comme ça, ou alors c'était sur la base de mouvements sociaux plus larges, comme sur les retraites il y a quelques années, voilà par exemple. Et donc là c'était bah, clairement on disait bah, retrait de la réforme, voilà. Et il y avait toujours quelques gauchistes qui arrivaient, qui voulaient ajouter toute une série de revendications qui n'avaient rien à voir, comme par exemple la régularisation des sans-papiers, voilà, des trucs comme ça, comme on a vu dernièrement avec les derniers mouvements étudiants, des trucs sur les LGBT et tout ça, enfin bon. C'est-à-dire tout un tas de revendications qui n'ont rien à voir et qui sont plus lisibles, et qui fait que les gens partent, ne restent pas dans le mouvement, et on finit avec une poignée d'irréductibles qui bloquent, et qui emmerdent tout le monde dans les facs. Tout ça parce que voilà, parce qu'ils ont voulu imposer leurs revendications qui n'avaient rien à voir avec la revendication de départ qui allait pouvoir créer un mouvement large. Vous voyez. Donc ça, c'est la réalité. C'est pour ça que je trouve que c'est bien, effectivement, qu'une mobilisation, ça peut marcher en soi. Alors maintenant, je vais dire pourquoi je suis pas trop chaud, parce que je me pose la question déjà de l'origine de tout cela et des buts. Déjà sur l'origine. Alors effectivement, ça aussi par expérience et par ce que je sais de la politique, parce que j'étais formé assez solidement politiquement. Hein. Moi j'ai la même formation qu'à Mélenchon ou qu'à Lionel Jospin, hein. C'est la formation trotskiste, hein, de trotskistes qu'on appelait lambertistes. Vous voyez. Donc ça c'est quelque chose que voilà, on apprend quand même à bien analyser, on va dire, la situation. Et là, je sais par expérience que les mouvements spontanés, ça sort pas comme ça. Vous voyez. Il n'y a pas de, enfin c'est pas que chez les trotskistes que j'ai appris ça d'ailleurs. C'est même plus ailleurs. Bref, mais voilà, il n'y a pas de mouvement spontané qui sort de nulle part, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Enfin si, il peut y en avoir, mais je veux dire, il y a toujours forcément quelque part un groupe, une officine, plus ou moins organisée avec des réseaux, avec un certain nombre de réseaux quand même, qui a lancé ce truc-là. Forcément. C'est pas possible autrement. Moi, je ne crois pas à la thèse, un mec qui, sur Facebook, il a lancé un mot d'ordre et ça a été repris le lendemain par des centaines de personnes. Ça n'existe pas. Voilà. Ça a été à un moment donné lancé par, décidé dans un, on va dire, dans une officine et ça a été réfléchi pour que ça lance, ça fasse le buzz et que ça prenne de l'ampleur. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et ça, je me doute de ça, je suis persuadé simplement parce qu'on n'a pas, on ne sait pas qui est à l'origine de cela. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler. Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai pas entendu parler d'une personne ou d'un groupe qui sera à l'origine de ce mouvement-là. Alors après, il y a des rumeurs qui disent que ça serait Dupont-Aignan, ça serait, je sais pas qui, bon, le FN, etc. Bon, bref, ou la droite. Bon. Peut-être, hein, pourquoi pas. Mais quand c'est obscur, c'est toujours bizarre. Ça veut dire vous savez, c'est un peu comme si vous avez quelqu'un qui se présente devant chez vous et qui dit bonjour, je suis quelqu'un qui règle tous vos problèmes. Vous allez dire bah ça c'est un charlatan, qu'est-ce qu'il veut, dégage. Voilà. Bah là c'est pareil. C'est exactement la même réaction, c'est-à-dire que là je sais pas, il y a quelqu'un qui prétend vouloir me proposer une manifestation pour régler le problème, on va dire plus largement de Macron et le problème que j'ai immédiatement, c'est-à-dire de pouvoir payer mon carburant, voilà. Et enfin qui veut aider le travailleur que je suis, on va dire, à mieux s'en sortir. Mais il me dit pas qui il est, il me dit pas voilà comment il fonctionne, avec quel argent, d'où ça vient, qui l'a décidé, voilà. Donc là c'est pareil, c'est pour ça que je me méfie un petit peu. Et c'est pour ça que je suis pas chaud pour aller à cette manifestation. En tout cas pour l'instant, à ce jour, au moment où j'enregistre, je suis pas encore convaincu, j'ai pas encore été convaincu d'y participer, malgré tous les arguments que j'ai sortis avant. Et puis aussi, c'est par rapport aux perspectives. Donc imaginons que ce soit un mouvement de bonne foi, pourquoi pas. Voilà. Mais encore une fois, je vous dis, hein, si je prends l'exemple de la Révolution française, hein, vous allez me dire oui, la Révolution, bah, non, la Révolution française, si on s'intéresse un peu, c'est pas des gens qui sont sortis, qui se sont réveillés le matin, qui se sont dit allez, on va prendre la Bastille, c'est pas passé comme ça. La Révolution française, elle a été pensée depuis très longtemps avant 1789. Elle était discutée dans des salons, etc. Et on sait très bien qu'elle est le fait d'une minorité au sein du tiers-État, hein, qui était un des trois ordres de la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire la bourgeoisie, qui était cette minorité au sein du tiers-État. Et il y a des cercles dans cette bourgeoisie qui se sont réunis, qui ont discuté, qui ont fomenté tout ça, et c'est de là que c'est parti. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas venu par hasard. Voilà.
Donc déjà, voilà, je crois pas au mouvement spontané, et puis c'est par rapport aux perspectives. Parce que si c'est pour faire, voilà, une manif comme ça, on va bloquer, foutre un peu la merde, etc. Et puis que le lendemain, bon, oui, il y aura un appel peut-être à une autre journée comme ça, mais que ça soit un peu une manière de singer ce que font les syndicats depuis quelques années, c'est-à-dire de faire des espèces de petites manifs pour marquer le coup une fois par mois, ça sert à rien. Maintenant, si derrière, effectivement, il y a par exemple les principaux responsables politiques qui soutiennent ou qui vont participer, je pense à Laurent Wauquiez, comment il s'appelle, Dupont-Aignan et à Marine Le Pen, si au moins il y a ces trois-là et une partie, voilà, toute une partie de la droite qui se, qui se met autour d'une table, qui discute et qui dit bon, on va fonder un mouvement autour de ça, bah là, effectivement, ça peut aboutir à quelque chose. Là uniquement, ça pourra aboutir. Mais sinon, s'il n'y a pas une prise en charge politique de cette agitation-là, ça ne marchera pas. Voilà, parce que je vous ai dit, ça peut pas. Vous savez, il y a un truc. Euh, vous savez, on parle d'ailleurs chez Trotsky, on parlait souvent de ça, de situation révolutionnaire, pré-révolutionnaire. Tout ça, c'est du bidon. Vous savez, les gens sont toujours prêts dans leur tête à faire la révolution. Hein, vous discutez avec des gens autour de vous, dans les bistrots, dans les marchés, partout, dans vos collègues de bureau, etc. Au travail, n'importe où, vous avez toujours les gens vous disent ah bah il y en a marre, il faudrait une bonne révolution, il faut faire comme en 68, il faut faire ceci, ou 1789. Tout le monde a ça à la bouche, mais personne ne le fait. Et pourquoi? Voilà, parce que tout le monde attend que ça se fasse. Mais si tout le monde attend que quelqu'un le fasse, bah personne ne le fait et il se passe rien. Et c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Effectivement, les gens ont tous la grande gueule à dire j'attends, voilà, pourquoi il n'y a pas une révolution. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une révolution. On entend tout le monde dire ça. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une révolution. Et pourtant, voilà, pourtant tout le monde râle, tout le monde attend cette révolution. C'est-à-dire tout le monde dit cela. Donc, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il y a des révolutions parce que à un moment donné, vous avez des gens qui se réunissent, des gens qui sont plus ou moins, qui ont, comment dire, qui sont un peu plus éclairés que les autres, et un peu plus avertis, on va dire, en tout cas qui ont une analyse un peu plus fine et qui ont un peu déjà une stratégie sur le révolutionnaire, qui vont un petit peu plus loin, on va dire, et qui se réunissent et qui se disent bon, on va lancer le truc. Voilà. Souvent, le problème, c'est que c'est ceux qui sont pas forcément du bon côté, qui vont essayer de récupérer la grogne pour après reprendre le pouvoir. Et j'ai peur que ça soit aussi un truc comme ça, mais bon. Voilà. Ça aussi, il y a pas mal d'exemples dans l'histoire. Donc voilà, c'est pour ça que de toute façon, s'il n'y a pas une organisation derrière, ça fera pchit, il y aura rien. Il y aura voilà, quelques petites manifs comme ça encore, mais ça finira par s'essouffler, par retomber. Donc après, moi, c'est sur la perspective, voilà, que je suis pas convaincu. C'est pour ça que pour l'instant, je m'en tiens à mon pragmatisme que je développais tout à l'heure et à ma solution de départ. C'est-à-dire que là, comme je l'ai dit, je peux plus continuer à travailler comme ça avec ma voiture parce que c'est plus possible. Et de toute façon, je me rends bien compte que d'ici 10-15 ans, ça sera un luxe de rouler en voiture, hein, ça sera un privilège. Et donc, je suis en train de travailler actuellement, et vous le voyez avec mon fameux site caminosereno.fr, que je fais ma propre transition écologique, c'est-à-dire que maintenant je fais ma reconversion dans ce travail-là de boutique en ligne où je donne mon contenu en ligne, notamment mon contenu coaching, de cours, etc. et de conseils. Et c'est complètement, d'ailleurs, c'est plus écolo puisque effectivement ça passe par du contenu dématérialisé, c'est-à-dire que j'envoie par mail ou par téléchargement. Et en plus, bon voilà, donc j'ai plus besoin de me déplacer. Et même si bon, c'est quand même du flux internet, ça pollue un petit peu quand même, mais c'est moins que c'est pas des particules diesel, vous voyez. Et puis voilà, donc je veux dire le meilleur moyen de soutenir cette solution individuelle, vous voyez, ben, c'est par exemple par l'interaction justement avec la solidarité, bah, c'est de le faire connaître, hein, voilà. Hein, c'est ce que je peux vous demander si vous voulez soutenir une action vraiment écolo, il y a quelqu'un qui veut se reconvertir, bah, vous soutenez ne serait-ce que au moins en partageant le truc ou en allant voir déjà, et puis éventuellement en achetant un service, si vous trouvez qu'il y a un service intéressant pour vous, qui peut permettre de voilà d'avoir un service euh, pour un coût en tout cas un coût écologique qui soit très bien moindre que le coût écologique qu'on peut avoir autrement. Et puis voilà, c'est une manière, en me soutenant, bah, quelque part, vous faites aussi une démarche écologique et vous participez à la transition écologique tout en aidant un travailleur à pouvoir s'en sortir, à faire sa propre reconversion.
Et je pense que c'est que par là qu'on arrivera à s'en sortir, par la solidarité, par des solutions qu'on pourra trouver soit de manière individuelle, soit en petits groupes comme ça. Parce que j'ai bien peur que ce genre d'initiative, ce genre d'espèce de mythe révolutionnaire qu'on entretient, ça marchera pas. Voilà. Après, ça veut pas dire, je crois de toute façon Macron à un moment donné il va sauter, ça c'est clair. Hein. Bon, il fera ses 5 ans, hein, mais au bout des 5 ans, il va dégager. Hein. Donc voilà, parce qu'il faut pas sous-estimer non plus la force du système. Hein. J'ai peur que le système, même si ça, on arrive à une insurrection du type mai 68, ne serait-ce que ça, on voit ce que ça a donné mai 68. Hein, ça a été récupéré par le système, et voilà. Et là, je pense que ça va être pareil. Donc voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes, qui nourrissent beaucoup d'espoir. Attention à l'enthousiasme et à l'espoir. Ah, par expérience aussi, je dis que c'est générateur de frustration. Et voilà, on tombe de haut et après on a du mal à se relever. Voilà, il y a même des gens qui finissent par se suicider. D'ailleurs, on vient d'apprendre le suicide d'une policière, hein, je crois, oui, qui faisait partie du mouvement, qui était porte-parole du mouvement sur des policiers il y a quelque temps, là, et qui a fini par se suicider. Comme vous avez beaucoup d'anciens leaders de 68 qui ont fini par se suicider quand ils ont vu effectivement le dévoiement qu'a connu le mouvement de mai 68. Vous voyez. Donc ça, voilà, il y en a toujours. Comme quand il y a la révolution russe ou même 1789. Vous pouvez trouver aussi des exemples de gens qui ont, qui ont cru vraiment en une vraie révolution radicale, et qui se sont rendus compte quand ils ont vu ce que c'est devenu, qui se sont dit il n'y a plus d'espoir et qui ont fini par se donner la mort ou par finir dans le désespoir le plus total, dans la dépression, dans tout ce que vous voulez. Simplement parce qu'ils ont mis tout leur énergie et tout leur enthousiasme là-dedans, alors que c'était foutu d'avance. Voilà. Alors là, je dis pas que c'est foutu d'avance, je sais pas que je suis pessimiste, mais disons que tel que ça se présente, j'ai énormément de doutes. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère encore privilégier pour l'instant la solution individuelle ou en petit groupe. Voilà. Parce que et puis je pense qu'il faut continuer à faire aussi de la pédagogie et discuter, débattre, pour voir déjà effectivement sur quelle base on se positionne. Parce que si on veut réussir à créer un mouvement, un véritable mouvement politique, il faut, il faut déjà le poser. C'est-à-dire, il faut pas seulement dire on va manifester tel jour et tout va partir de là. Ça permet de la rencontre physique, c'est bien, mais après, il faut que ça aboutisse sur quelque chose. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. On fera le bilan après cette journée du 17. Et je pense qu'on ira peut-être un peu plus clair dans ce mouvement, hein, qui vrai pour l'instant paraîtrait un peu obscur. Bien, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis voilà.